L'image qui s'impose à nous, c'est souvent celle d'une pureté absolue, tu vois. Ouais, tout à fait. On voit ces rangées de statues en marbre blanc immaculé, des philosophes drapés dans des toges impeccables qui discutent de géométrie à l'ombre des oliviers. L'image d'Épinal par excellence. C'est ça. Et cette architecture d'une symétrie parfaite. Du coup, on a facilement l'impression que la Grèce antique formait une grande famille unifiée, baignant paisiblement dans la lumière de la raison et de la sagesse. Bah, c'est un mirage tenace, hein. Et c'est d'autant plus ironique que ces fameuses statues de marbre n'étaient pas blanches à l'origine. Ah oui, c'est vrai, l'histoire des pigments. Exactement. Elles étaient peintes avec des couleurs extrêmement vives, presque criardes en fait. Et de la même manière, bah, si on gratte un peu le vernis idéalisé qu'on a projeté sur cette période, on découvre une réalité géopolitique qui n'avait absolument rien de blanc ou de pur. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'était un monde violemment coloré par les luttes de pouvoir, profondément fracturé et d'une brutalité inouïe. Et c'est exactement ce grand écart entre le mythe et la réalité historique qui fait l'objet de notre plongée au cœur des sources aujourd'hui. On s'est basé sur les textes de l'historien Thucydide, du biographe Plutarque, ou encore sur des analyses d'historiens modernes pour explorer tout ça. Et il y a beaucoup à dire. Oh que oui. Parce qu'on réalise que cette prétendue famille grecque a produit l'une des rivalités les plus destructrices de l'histoire humaine. Une guerre totale entre deux superpuissances radicalement opposées, à savoir Athènes et Sparte. Absolument. Bon, décortiquons un peu tout ça, hein. Pour comprendre comment ces deux titans ont fini par s'entretuer pendant 27 ans et entraîner tout leur monde dans l'abîme, il faut d'abord regarder comment ils vivaient au quotidien. C'est indispensable, ouais. Parce que le contraste est vraiment saisissant. Faut s'imaginer qu'au 5e siècle avant notre ère, la Méditerranée orientale, c'est un espace culturellement grec. Ils prient les mêmes dieux, ils parlent la même langue, ils se retrouvent pour les Jeux Olympiques. Un terreau commun, quoi. Voilà. Mais au niveau politique, c'est une véritable poudrière. D'un côté, on a l'idéal athénien. La cité était indissociable de son mythe fondateur, tu sais, la fameuse compétition entre Athéna et Poséidon. Avec Poséidon qui offre l'eau salée, le symbole de la puissance navale, et Athéna qui offre l'olivier. C'est ça, l'olivier, symbole de prospérité et de paix. Et Athènes choisit l'olivier. Mais, ironiquement, elle va devenir la plus grande puissance maritime de son époque. C'est fou quand on y pense. C'est vraiment une cité tournée vers l'extérieur, vers le commerce, la mer, l'effervescence intellectuelle. Et bien sûr, elle est hyper fière de son invention politique majeure, la démocratie. Le fameux pouvoir au peuple. Le démos et le kratos, oui. On pense tout de suite au discours de Périclès qui vante un système où le pouvoir appartient au plus grand nombre, où les magistrats sont tirés au sort, où on débat ouvertement sur l'agora. Mais là, il faut vraiment qu'on s'arrête sur un détail troublant des sources. Ah, tu veux parler des chiffres, hein? Exactement. Quand on regarde les statistiques de près, l'étiquette démocratie ressemble presque à de la publicité mensongère. C'est-à-dire? Le système reposait pourtant sur une participation directe des citoyens à l'Ecclésia, l'assemblée du peuple, non? Absolument, oui. Pour ceux qui avaient le droit d'y siéger. Sauf que, sur une population totale estimée à environ 340 000 habitants en Attique, on ne compte que 40 000 citoyens. Ah ouais, le ratio est frappant. C'est énorme. Les 300 000 autres personnes n'ont aucune voix au chapitre. Pour être citoyen, c'est un vrai parcours du combattant. Faut être un homme de plus de 18 ans, né d'un père citoyen et d'une mère fille de citoyen. Donc on élimine d'office une énorme partie de la population. Bah oui, ça exclut de facto la moitié de la population, donc les femmes, mais aussi environ 40 000 métèques. Ces étrangers domiciliés qui faisaient tourner l'économie, en fait. Exactement. Et surtout, ça exclut une masse immense d'esclaves, estimée entre 110 000 et 150 000 personnes. Donc l'égalité athénienne, elle est très réelle, mais c'est l'égalité au sein d'un club ultra privé, quoi. Ouais, l'analyse est cruelle, mais elle est tout à fait exacte. Cette effervescence démocratique et intellectuelle, elle ne peut exister que parce qu'une armée invisible d'exclus et d'esclaves s'occupe de la production matérielle. Pour libérer le temps des citoyens. C'est ça. Le citoyen athénien peut faire de la politique et de l'art parce qu'il ne travaille pas au champ. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment Sparte s'est construite. Si Athènes est un club privé, Sparte s'apparente plutôt à une caserne militaire fortifiée. Vraiment l'opposé total. L'anti-Athènes par excellence.
Elle est terrienne, elle est enclavée dans le Péloponnèse, méfiante à l'égard du commerce, de la monnaie, des étrangers. Son système politique, régi par les lois légendaires de Lycurgue, c'est une oligarchie d'une complexité vraiment fascinante. Et d'une rigidité absolue. Les sources expliquent qu'ils ont 2 rois issus de 2 familles différentes, ce qui empêche l'un de prendre le dessus sur l'autre. C'est malin, ça évite la tyrannie d'un seul homme, hein. Ouais, mais au final, ce ne sont que des chefs d'état-major militaires. Le véritable pouvoir décisionnel, il est entre les mains de la Gérusia, donc un conseil de vieillards nobles de plus de 60 ans, et surtout de 5 efforts. Les fameux efforts. C'est ça. Et ces magistrats exercent un contrôle absolu, presque tyrannique, sur tous les aspects de la vie quotidienne. Et quand on dit tous les aspects, ça commence littéralement dès la salle d'accouchement. Ah oui, l'eugénisme d'État, c'est vraiment le pilier de ce système. À Sparte, l'individu n'a aucune valeur intrinsèque. Il n'est qu'une cellule du grand corps de la cité. Les sources, notamment Plutarque, racontent que chaque nouveau-né était inspecté par les anciens de la tribu. Un contrôle qualité terrifiant. Exactement. S'il présentait la moindre faiblesse ou malformation, il n'était pas rendu à ses parents. Il était jeté dans un gouffre qu'on appelait les apothètes. C'est glaçant. Ouais. Et ceux qui survivaient à cette sélection entraient ensuite, dès l'âge de 7 ans, dans l'agogé. C'est le système d'éducation étatique spartiate et d'une brutalité inimaginable. J'ai lu ces passages, c'est un truc de fou. On leur rase la tête, on les fait marcher pieds nus toute l'année, on leur donne qu'un seul manteau pour l'hiver. Pour les endurcir, quoi. C'est ça. Et le détail qui marque le plus les esprits dans ces textes, c'est la gestion de la nourriture. On les affame volontairement pour les forcer à voler. Attends, on les encourageait à voler. Ouais, mais attention, le vol n'est pas toléré par laxisme. S'ils se font attraper, ils sont fouettés violemment. Mais pas pour avoir volé un morceau de fromage. Ils sont punis pour avoir été assez maladroits pour se faire prendre. C'est incroyable. C'est vraiment l'école de la survie. L'objectif, c'est pas d'en faire des citoyens vertueux au sens athénien, hein. C'est de forger les machines à tuer ultimes, des hoplites capables de maintenir une formation en phalange sans jamais reculer. Mais du coup, il faut se demander pourquoi une telle société, si radicale et disciplinée, a été mise en place. Ce n'est pas par simple sadisme. La clé de l'énigme spartiate, le moteur caché de toute leur politique, c'est la peur. Une peur viscérale de leur propre population servile. Les ilotes. Exactement. À Sparte, le travail agricole est entièrement délégué à cette population asservie. Mais contrairement aux esclaves athéniens qui étaient souvent achetés de manière individuelle, les ilotes sont une population grecque autochtone. Ils ont été conquis et asservis collectivement par l'État spartiate. Et c'est là qu'il y a un problème mathématique pour Sparte. Un gros problème, ouais. Ces ilotes sont infiniment plus nombreux que les citoyens spartiates, l'élite qu'on appelle les semblables. C'est clair, le rapport de force démographique est terrifiant pour les Spartiates. Les historiens parlent parfois de 7 ilotes pour un seul Spartiate. C'est littéralement vivre en permanence sur un volcan en éruption. D'où leur paranoïa sécuritaire. Et c'est pour ça qu'ils ont institutionnalisé la cryptie, non ? Cette pratique complètement folle où on envoyait des jeunes Spartiates armés de poignards se cacher dans la campagne le jour, Ouais, pour s'entraîner. pas seulement pour s'entraîner, mais pour mieux égorger les ilotes les plus robustes à la nuit tombée. C'est du terrorisme d'État pur et simple, conçu pour empêcher l'émergence de tout leader potentiel parmi les esclaves. Tout à fait. Et en fait, cette dépendance mortifère à l'esclavage, c'est le point de bascule qui relie leur politique intérieure à la géopolitique. Parce que l'armée spartiate doit en permanence surveiller les ilotes, Sparte est par nature une puissance conservatrice. Elle peut pas se permettre de partir à l'autre bout du monde. Exactement. Elle est très réticente à s'engager dans de longues campagnes militaires à l'étranger. Le gros de l'armée doit rester à la maison pour éviter une révolte. Ce qui est l'exact opposé d'Athènes. Voilà, Athènes, de son côté, portée par sa flotte et son économie marchande, est dans une dynamique d'expansion impériale constante. Du coup, si on met ces deux forces sur le même échiquier, la collision devient inévitable. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et ça nous amène à la fameuse étincelle, la guerre du Péloponnèse. Et surtout, à la façon dont l'historien Thucydide a décortiqué la psychologie de ce conflit. Parce que ce qui est fascinant, c'est que l'explication qu'il donne n'est pas basée sur une simple dispute de frontières. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une analyse systémique tellement précise qu'on en parle encore aujourd'hui dans les cours de relations internationales. Comment une simple rivalité a pu se transformer en un carnage de 27 ans. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le piège de Thucydide. Il explique que ce qui a rendu la guerre inévitable, ce n'est pas un incident diplomatique isolé, mais un mécanisme mathématique et psychologique. La cause véritable, selon lui, c'est la peur.
La peur de Sparte face à l'ascension d'Athènes. C'est ça, la croissance exponentielle de la puissance athénienne a provoqué la terreur chez les Spartiates. Il faut se rappeler qu'après avoir repoussé les Perses ensemble des décennies plus tôt, Athènes avait formé la Ligue de Délos. À la base, ça devait être une simple alliance militaire défensive. Sauf que bon, cette alliance défensive, elle s'est très vite transformée en une gigantesque opération de raquettes, pour dire les choses simplement. Le mot est juste. Athènes est devenue un empire écrasant. Elle forçait ses alliés à lui payer un tribut, à utiliser sa monnaie exclusive, à adopter ses poids et mesures. Et le pire, elle les forçait même à venir juger leurs procès devant des tribunaux athéniens. Un monopole total, ouais. Économique et juridique, exactement. Et face à cette hégémonie qui dévorait le monde grec île après île, Sparte a ressenti une véritable angoisse existentielle. Et le piège s'est refermé. La puissance établie Sparte se sent acculée et finit par déclencher une guerre préventive en 431 avant notre ère. Elle est persuadée que si elle attend plus longtemps, Athènes sera tout simplement invincible. Sauf que stratégiquement, c'est un casse-tête. Dès le début des hostilités, le problème est énorme. Comment une puissance terrestre et continentale combat-elle un empire maritime? C'est le combat classique de l'éléphant contre la baleine. Et face à ça, Périclès, le grand stratège athénien, il avait un plan d'une audace folle pour gérer cette asymétrie. Il savait très bien que l'infanterie athénienne se ferait massacrer en plaine par les phalanges spartiates, tu vois. C'était couru d'avance. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à toute la population rurale de l'Attique d'abandonner ses terres, ses fermes, ses olivereilles et de venir se barricader derrière les fameux longs murs. Des fortifications gigantesques. Ouais, ces immenses remparts formaient un corridor imprenable entre la ville d'Athènes et son port, le Pirée. L'idée, c'était de transformer Athènes en une forteresse insulaire. Périclès se disait « Laissons les Spartiates brûler nos champs, on s'en moque ». Pendant ce temps, notre flotte invincible nous ravitaillera depuis la mer Noire ou l'Égypte et on lancera des raids destructeurs sur leurs côtes. Sur le papier, stratégiquement, c'est une approche d'usure redoutable. Le problème, c'est que Périclès avait complètement ignoré la logistique sanitaire. Ah oui, le grain de sable dans la machine. Un énorme grain de sable. En entassant des dizaines de milliers de paysans avec leurs bêtes dans un espace urbain clos sous la chaleur estivale et sans système d'égout adapté, il a créé les conditions parfaites pour une catastrophe biologique. La fameuse peste d'Athènes. Exactement. En 430 avant notre ère, une terrible maladie, probablement le typhus ou une forme de variole, arrive par les navires marchands au Pirée. En l'espace de quelques années, la maladie décime environ un tiers de la population athénienne. Un tiers. Et c'est bien plus qu'une simple tragédie humaine, en fait. C'est un véritable séisme politique, parce que la maladie ne fait pas le tri. Elle emporte Périclès lui-même. Et sa disparition change tout. Complètement. Ça laisse un vide béant à la tête de la démocratie. Un vide qui est très vite comblé parce que les sources appellent des démagogues. Des politiciens qui flattent les passions du peuple plutôt que sa raison. La prudence calculée de Périclès s'évapore et elle est remplacée par l'hubris, l'arrogance aveugle. Et ce changement de psychologie va culminer avec le grand tournant désastreux de la guerre. L'expédition de Sicile en 415 avant Jésus-Christ, poussée par le bouillant Alcibiade. Pour comprendre l'ampleur de cette folie, c'est un peu comme si, imaginons un joueur de casino. Il est déjà en train de perdre, il a brûlé toutes ses liquidités dans un combat épuisant avec son concurrent. Et au lieu de se stabiliser, il mise tout ce qui lui reste sur un seul coup, sur une table à l'autre bout de la pièce. C'est exactement ça. C'est un moment de surenchère complètement irrationnel. Les Athéniens envoient la plus grande armada jamais rassemblée pour attaquer Syracuse, en Sicile, à des centaines de kilomètres de chez eux. L'argument d'Alcibiade, c'était que conquérir les richesses de la Sicile permettrait d'étouffer le Péloponnèse. C'est un pari du tout pour le tout. Et l'échec est total. La flotte athénienne est piégée, détruite, l'armée de terre est massacrée et les survivants finissent leur vie à pourrir comme esclaves dans des carrières de pierre. Athènes perd tout. Ses navires, ses vétérans, son argent. Et cet effondrement militaire lointain, il a un effet boomerang immédiat sur la politique intérieure. La guerre empoisonne littéralement la politique d'Athènes. Les factions oligarchiques, qui regardaient secrètement le modèle spartiate avec admiration, elles profitent du désastre. La guerre détruit le consensus, quoi. Ouais. On assiste à des coups d'État violents, d'abord en 411, puis après la défaite finale en 404. Parce qu'il faut bien comprendre comment cette guerre s'est terminée. Pour vaincre la baleine athénienne, l'éléphant spartiate a dû apprendre à nager. Et pour financer cette flotte, Sparte a fait l'impensable. Les grands défenseurs de la liberté grecque se sont alliés avec leur ennemi juré, l'Empire perse.
L'ironie absolue. Ils ont pris l'or perse pour construire des navires, payer des marins à prix d'or, et finalement imposer un blocus total à Athènes, affamant la cité jusqu'à sa capitulation inconditionnelle en 404. Les Athéniens vaincus ont dû abattre leur fameux long mur, livrer leur flotte et subir la tyrannie de Sparte. Ce qui clôt un chapitre de 27 années de destruction mutuelle. Et c'est ici que l'analyse historique devient un miroir troublant pour notre ère moderne, parce que ces événements ne sont pas juste de vieilles histoires poussiéreuses. Non, c'est carrément devenu une grille de lecture. Exactement. Dès le début du XXe siècle et tout au long de la guerre froide, les analystes ont superposé la carte de la guerre du Péloponnèse sur les conflits mondiaux contemporains, et les parallèles sont frappants. C'est le cas de l'historien Albert Thibaudet en 1922. Quand on lit son analyse sur la Première Guerre mondiale, l'analogie saute aux yeux. Il place la Grande-Bretagne dans le rôle d'Athènes, un empire tentaculaire, une domination écrasante des mers, un système économique axé sur le commerce mondial et un régime politique plutôt libéral. Et en face, l'Allemagne incarne Sparte. Voilà, l'Allemagne comme puissance continentale redoutable, dotée d'une armée de terre considérée comme invincible, qui se sent encerclée et profondément imprégnée de valeurs militaristes. Et le parallèle fonctionne très bien sur le plan géopolitique, mais il est encore plus glaçant quand on regarde les conséquences. La guerre de 14-18, elle n'a pas seulement modifié des frontières, elle a provoqué une hémorragie démographique qui a mis l'Europe à genoux. Exactement, comme la guerre du Péloponnèse a ruiné la civilisation grecque. C'est ça. Et l'ironie tragique, c'est que Sparte, le vainqueur militaire officiel, s'est elle-même condamnée par cette victoire. Elle a été frappée par un phénomène que les historiens nomment l'oliganthropie. L'oliganthropie, littéralement le manque d'hommes. Mais attention, c'est pas seulement parce que les Spartiates sont morts au combat, n'est-ce pas Non, c'est là que leur système révèle sa faille fatale. Pour être citoyen spartiate et servir dans la phalange, il fallait posséder un lot de terre, un cléro, qui permettait de payer sa quote-part au repas militaire commun. Et avec la guerre prolongée, il y a eu une concentration massive des richesses. Des soldats meurent, leurs terres sont rachetées par un tout petit nombre de familles riches. Et conséquences mathématiques. Des centaines de Spartiates se retrouvent sans terre. Sans terre, tu peux plus payer ton repas militaire, donc tu perds ton statut de citoyen. L'armée spartiate a fondu de l'intérieur. Le vainqueur a implosé sous le poids de sa propre rigidité. C'est fascinant. Et ce modèle d'affrontement a ensuite roulé un écho évident après 1945, pendant la guerre froide. On a regardé les écrits du sociologue Raymond Aron et il utilise le schéma de Thucydide pour disséquer cette période. La bipolarisation du monde, ouais. C'est ça. Athènes et Sparte agissaient exactement comme les États-Unis et l'URSS, luttant par alliés interposés. Avec cette notion clé chez Aron, l'absence du troisième homme. Dans un monde bipolaire dominé par deux superpuissances, aux idéologies diamétralement opposées, il n'y a aucune autorité supérieure pour réguler les tensions. Donc, comme un affrontement direct final est trop risqué, ils passent leur temps à s'épuiser dans des guerres par procuration. Et ça ravage les territoires des alliés, tout en corrodant leurs propres valeurs intérieures. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au final ? Si on prend un peu de recul, le message de Thucydide est très clair, un impérialisme agressif et le jeu rigide des alliances militaires finissent inévitablement par dévorer les sociétés de l'intérieur. Athènes a sacrifié sa démocratie sur l'autel de son ambition. Sparte a sacrifié ses citoyens pour une hégémonie qu'elle ne pouvait pas maintenir. La véritable défaite a été commune, quoi. Ouais. C'est le résumé de notre voyage mental d'aujourd'hui. On a découvert une Athènes paradoxale, une Sparte radicale, leur autodestruction pendant 27 ans et comment ce schéma s'est tristement répété au XXe siècle. Mais pour conclure, il y a une dernière réflexion issue des sources qu'on voulait partager et qui pousse l'analyse encore plus loin. Oui, parce que les sources mentionnent brièvement que la ruine mutuelle d'Athènes et de Sparte a pavé la voie à la montée de la puissance macédonienne. Après s'être entretués pendant des décennies, ils ont créé un immense vide géopolitique et ce vide a profité à une puissance du Nord que personne n'avait prise au sérieux, la Macédoine de Philippe II, puis de son fils, Alexandre le Grand. Pendant qu'il s'égorgeait, le vrai futur maître du monde prenait des notes en silence. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec cette question provocatrice pour aujourd'hui. Lorsque deux superpuissances mondiales s'enferment dans une rivalité aveugle et destructrice, persuadées que détruire l'autre est la seule issue, ne sont-elles pas juste en train de s'épuiser mutuellement ? Voilà, ne font-elles que préparer le terrain, laisser la place à un acteur tiers, inattendu et discret, qui attend patiemment son heure en coulisses pour rafler la mise ? C'est une pensée qui donne une toute autre dimension à l'actualité. L'histoire n'est jamais un bloc de
marbre lisse. Et à force de taper sans discernement avec un burin sur les failles de son voisin, on finit inévitablement par faire éclater la sculpture tout entière.